bienvenue dans ce dernier épisode d'Au fil des labos. Après avoir découvert les domaines de la microrobotique et de la paléoparasitologie, aujourd'hui nous nous tournons vers les sciences humaines avec la découverte d'une discipline parfois méconnue que sont les sciences de l'information et de la communication. Alors, en quoi consistent ces études et par qui et où sont-elles menées? Ce sont quelques questions auxquelles nous allons tenter d'obtenir des réponses. Mais auparavant, nous sommes allés les poser à des élèves de primaire afin qu'ils nous disent l'idée qu'ils s'en faisaient, puis leurs réponses ont été mises en image par un illustrateur. Alors, de ce pas, dirigeons-nous vers le laboratoire Eliade à Montbéliard, à la rencontre des personnes qui mènent des recherches en infocom, afin qu'ils puissent nous éclairer un petit peu sur ce sujet, mais également réagir aux réponses données par les enfants. Allez, on y va! Bonjour! Bonjour. Alors, tu es Aymeric Bouchereau, tu mènes des recherches ici en infocom au laboratoire Eliade. C'est ça, Ouais. donc, je suis au laboratoire Eliade dans le D'accord. pôle conception, création, médiation. D'accord. Et je vous présente à côté de moi le directeur du laboratoire Eliade, M. Johan Roxin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce laboratoire Eliade et les disciplines? Alors, comme le nom l'indique, Eliade avec 2 L, 2 D, il y a plein de mots-clés. Édition, littérature, langue, langage, informatique, art, discours et didactique. C'est un laboratoire interdisciplinaire car de nos jours, avec l'évolution exponentielle du domaine scientifique, les sciences humaines et sociales doivent prendre part à cette évolution et avoir un point de vue sur ça. Eliade, c'est un laboratoire fort, à la fois dans des domaines comme la didactique, littérature, art, mais aussi dans la partie information et communication pour ce qui est conception, création, médiation. Merci Johan. Alors Aymeric, tu vas nous amener découvrir le pôle conception, création, médiation. On y va? Oui, allez, suivez-moi. Voilà, donc ici, on est dans le bureau du pôle qui est spécialisé en information et en communication. Et je vous présente Federico Tajariol, qui fait partie de ce pôle. Bonjour Federico. Alors ces mots-là, information, communication, on les connaît, ils font un peu partie de notre quotidien. Pour autant, on peut avoir du mal à savoir en quoi consistent les sciences de l'information et de la communication. Nous, on est allés rencontrer les enfants, on leur a demandé ce que ça leur évoquait. Et voilà le résultat en images. La technologie, c'est un appareil qui fonctionne avec de l'électricité. Les premiers trucs un peu comme ça, c'était le télégramme, après ça a été l'invention du téléphone, et puis voilà. C'est les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, c'est pour faire des informations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est excellent, c'est excellent. On retrouve le télégramme, on retrouve le téléphone fixe, le tactile, les réseaux sociaux, télévision, bouche-oreille. Là, les enfants, effectivement, ont parcouru les différents produits de sciences de l'information et de la communication. Les sciences de l'information et de la communication s'intéressent pas simplement aux produits, mais aussi au processus. C'est-à-dire comment on produit des journaux, comment on produit des messages sur les réseaux sociaux, comment également on les lit, on les interprète, on les diffuse, on les partage, on les commente, etc. Et alors, où est-ce que ça se passe, ce type de recherche? Les enfants, ils nous ont décrit 3 environnements différents, ils n'étaient pas tous d'accord. Moi, je les imagine habillés en blanc et avec des lunettes un peu bizarres et avec des ordinateurs. Enfin, genre avec des cravates. Je pense que en fait c'est tout blanc, généralement dans le laboratoire c'est tout blanc en fait. On avait un environnement plutôt aseptisé, un environnement un petit peu magique, ou alors vraiment très scientifique avec des fioles et des laveries. Ah, c'est excellent également, parce qu'il y a les 3 aspects. On se les trouve bien dans le côté sorcier en fait. D'accord, ok. Oui, C'est oui. plutôt ça. Ça se passe finalement beaucoup ici dans ce bureau-là, là où on est actuellement. Oui, ici c'est un bureau pour les doctorants. Donc, il y a un bureau avec un ordinateur, des livres pour faire des recherches sur un sujet. Et après, ça se passe également à distance. Par exemple, avec des collègues au Japon, nous avons étudié, ça c'est un capteur de radiation Oui. qu'on peut connecter à un téléphone portable. Ce sont les collègues japonais qui ont conçu et réalisé ces dispositifs. Et ça, c'est un projet de recherche pour essayer de comprendre comment les données qui sont récoltées et diffusées par ces dispositifs sont interprétables par l'être humain. Et on peut le partager, diffuser. Aymeric, tu as parlé du doctorat. Toi, tu es passé par là, le doctorat. Qui fait la recherche dans cette discipline? Alors, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans?
Les personnes qui feront la recherche, je pense que ce sera les scientifiques, ils auraient des cheveux blancs et ils auraient des lunettes et pour moi ils seraient comme ça. Ils auraient une longue barbe pour dire que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ce projet. Je sais pas si ce mot existe, mais je pense que ce sont des technologiciens. Je sais pas si ça existe. Encore, les enfants ont été assez divers dans leurs réponses. Alors, ce sont des technologiciens. C'est bien comme mot. Ça convient bien tout à fait, parce que dans le laboratoire Eliade, dans le pôle CCM, il y a ce double ancrage de technologie et science. D'accord. Donc, c'est un terme, on l'achète. Et donc là, aujourd'hui, vous avez tous les deux le titre de chercheur. Est-ce qu'il y a d'autres types de postes qu'on peut retrouver dans un laboratoire, là, en sciences de l'infocom ? Alors, typiquement, dans tout le laboratoire, vous avez à la fois les enseignants-chercheurs qui partagent leur temps recherche et temps enseignement. Après, vous avez des profils de chercheurs et qui mènent uniquement leur activité de recherche. Et il y a aussi un autre profil d'assistants à la recherche, des ingénieurs de recherche, qui aident les chercheurs au traitement des données statistiques ou à la récolte des données. Et il y a un autre cas de figure des personnes qui cherchent l'argent. Parce que dans la recherche, nous avons besoin d'argent pour financer notre recherche. Alors là, on a découvert les différents métiers qui se côtoient au sein du laboratoire. Peut-être que pour qu'on comprenne de manière concrète un projet, tu vas pouvoir nous présenter celui que tu as mené pendant ta thèse, Aymeric. Tout à fait. Du coup, je vous invite dans une autre pièce où j'ai mené une expérience. Ce sera plus simple pour vous présenter mes travaux. Super, on y va. Merci beaucoup, Federico. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Alors on est ici dans une des salles où tu as mené des expériences pendant ta thèse, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travaillais, la grande thématique? Alors la grande thématique, c'est les outils pour l'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là pour apprendre mieux, pour développer la motivation chez les élèves, à l'école ou chez eux. Est-ce que ce sont les outils qu'on voit ici? C'est ceux-là que nous ont rapportés les élèves qui pouvaient utiliser pour l'apprentissage? Moi, pour apprendre, je regarde aussi des trucs sur YouTube ou sur Internet. Des crayons, des règles et des cahiers. Le maître aussi. Après, il y a aussi les documentaires pour... quand tu regardes, t'apprends plein de choses. Sur les animaux, par exemple. Sinon, je demande à mes parents ou quand je sais pas trop. Là où ils ont tout à fait raison, c'est que là, quand le garçon dit « moi j'utilise YouTube ou Internet », et bien justement, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les technologies pour l'apprentissage, les objets connectés. Parfois c'est un peu des gadgets, et l'idée c'est de voir est-ce que ces objets-là, est-ce que c'est seulement des gadgets ou est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose d'utile pour l'éducation, pour apprendre mieux ou pour apprendre plus facilement, plus vite ou de manière plus motivante. Encore une fois, les enfants, ils avaient des idées de la façon dont on pouvait faire, comment on pouvait utiliser des objets connectés ou en tout cas de la technologie pour apprendre différemment. On pourrait aussi prendre deux enfants. On en prend un, il fait comme tout le monde, et l'autre, il apprend avec des objets connectés. Après, on voit qui a appris le mieux. Prendre des élèves qui sont déjà avancés, par exemple des personnes de l'université ou des lycéens, et voir si ça marche. Ensuite, si ça marche, on peut le produire dans toutes les écoles. C'est très bien ce qu'ils mettent, parce que c'est exactement la méthode scientifique en fait. C'est essayer de comparer les résultats entre deux groupes, un groupe qui apprend de manière traditionnelle, un autre groupe qui apprend peut-être avec des objets connectés ou avec YouTube ou Internet. Et donc moi, ce que j'ai fait ici, j'ai créé des objets connectés comme ce que vous voyez derrière moi. On peut peut-être s'approcher pour voir. Donc là, vous avez une étudiante qui travaille sur l'un des dispositifs que j'ai créé pendant ma thèse. Ce dispositif-là, il est fait pour que l'étudiant puisse comprendre la température de couleur, qu'il puisse expérimenter par eux-mêmes et essayer de comprendre comment ça fonctionne ce concept-là. Parce que ce n'étaient pas des étudiants en sciences, justement, qui n'ont pas un intérêt particulier pour la science. D'accord, ok. Ça va encore évoluer, je suppose, et peut-être qu'un jour, on fera de la physique grâce à des objets connectés en classe. Alors, il se trouve que c'est déjà parfois le cas. C'est pas encore très démocratisé. Peut-être que ça le sera plus tard. Ça, c'est à voir si on trouve des solutions faciles à utiliser pour les enseignants. Merci beaucoup, Aymeric. On a appris plein de choses sur les sciences de l'infocom. En tout cas, on en sait maintenant un petit peu plus. Merci Lucie, bon courage. Et puis nous, c'était le dernier épisode de notre série Au fil des labos. On espère que vous avez appris tout un tas de choses sur le déroulé et la façon de faire des recherches dans des disciplines diverses et variées. Et on espère se retrouver bientôt sur d'autres formats.